On va plus loin à présent dans l'essentiel avec Niagale Bagayoko, président de l'African Security Sector Network. Bonjour Niagale. Et Florent Odo, chroniqueur international à France 24. Bonjour Florent. Bonjour Raphaël, bonjour Niagale. Bonjour. Au sommaire, un touriste français de 31 ans retenu prisonnier depuis 2 ans maintenant en Iran. Olivier Grondeau rend public son identité pour alerter sur les conditions de sa détention. Il est le 3e français retenu par Téhéran, alors que 2 occidentales viennent d'être libérées après l'italienne Cecilia Sala dans ce qui s'apparente à un échange de prisonniers. La germano-iranienne Naïd Tagavi a été à son tour relâché ce lundi. Et puis Gérald Darmanin, lui, entend supprimer l'accord de 2013 avec Alger qui permet aux détenteurs de passeports diplomatiques algériens de se rendre en France sans visa. Dernier levier évoqué par Paris dans le bras de fer qu'il oppose actuellement aux autorités algériennes après le renvoi en France d'un influenceur expulsé. C'est tout de suite. On va plus loin dans l'essentiel. À un peu plus d'une semaine de l'entrée en fonction de Donald Trump, l'Iran se rappelle au bon souvenir des Occidentaux. Est-ce pour s'épargner à un nouvel alourdissement des sanctions ? Téhéran a libéré en tout cas une nouvelle détenue, la militante féministe germano-iranienne Naïd Tagavi, de retour chez elle en Allemagne après 4 ans d'emprisonnement. Et une semaine après, une autre libération, celle de l'italienne Cecilia Sala. Or, aujourd'hui même, Rome vient de relâcher de son côté un homme d'affaires iranien, Mohamed Abedini, pourtant soupçonné d'avoir fourni des pièces de drone utilisées dans une attaque qui avait coûté la vie à 3 militaires américains. C'était en janvier, il y a 1 an, en Jordanie. Washington réclamait son extradition, Siavash Ghazi. C'est visiblement un échange de prisonniers qui est intervenu entre l'Iran et l'Italie. Il ne faut pas oublier que selon ce qui a été donné comme information par le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, mais aussi par les autorités italiennes, le ministère des Affaires étrangères, mais aussi les responsables de renseignement des 2 pays ont négocié ces 2 libérations qui sont intervenues à quelques jours d'intervalle. Il faut savoir que la journaliste italienne n'a pas été jugée alors qu'elle était accusée d'avoir violé les lois en vigueur en Iran, et donc elle a été libérée au bout de pratiquement 3 semaines. Elle avait été arrêtée 3 jours après l'arrestation de Mohamed Abedini en Italie, et donc on peut très logiquement penser qu'il y a eu des négociations pour un échange de prisonniers, d'autant plus que la première ministre italienne est allée voir le président élu américain Donald Trump pour demander que Mohamed Abedini ne soit pas extradé vers les États-Unis comme c'est la règle selon les lois américaines. Échange de prisonniers, Niagale Bagayoko, est-ce à dire que les Occidentaux détenus en Iran sont tout simplement des otages d'État aujourd'hui ? La question des otages d'État est presque ce qui caractérise l'identité de la République islamique d'Iran, parce que l'un de ses actes fondateurs, il faut le rappeler, c'est la fameuse prise d'otages à l'ambassade américaine en 1979. Donc c'est une pratique malheureusement récurrente dans cette diplomatie qui assume d'accuser généralement d'espionnage des personnes qui sont généralement sans reproche et de négocier au prix. Mais la question est de savoir qu'est-ce que la France aujourd'hui a véritablement à négocier. Il n'y a a priori pas de prisonniers iraniens de haut prix aujourd'hui en France. Il y a évidemment toujours cette fameuse organisation des Moudjahidines du peuple iranien qui trouve asile dans le pays, mais on se demande s'il ne faut pas plutôt inscrire cette surenchère dans le cadre de l'affaiblissement de l'Iran dans le contexte des attaques du 7 octobre et de l'élimination par Israël des acteurs de la résistance iranienne, et également dans le cadre de la renégociation de l'accord sur le nucléaire iranien également. On va aller
l'évoquer. Florent Raudot, on va parler dans un instant du détenu français, du troisième. On l'a appris aujourd'hui. On savait qu'il y en avait 3. On ne connaissait pas son identité. Maintenant, on le sait. On connaît mieux son parcours. Mais qu'espère obtenir Téhéran avec ces prisonniers, des échanges. Alors, c'est vrai qu'on se souvient d'un célèbre prisonnier iranien ici en France. C'était Waid Gordji, mais enfin, c'est dans les années 80. Et là, aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas vraiment de possibilité pour la France de proposer autrement que via des négociations éventuelles. Et on sait que la France a une position historiquement dure sur le nucléaire iranien. Ce qui est sûr, c'est que l'Iran cherche à obtenir un levier dans d'éventuelles négociations. On va peut-être parler un peu plus tard, bien sûr, du contexte géopolitique avec la reprise des discussions sur le nucléaire à Genève. Niagalé a bien raison de le signaler. Il n'y a pas, a priori, de prisonniers iraniens en France. Il n'y a donc pas d'échange possible à ce niveau-là. Mais c'est sûr que l'Iran va chercher à peser sur la France avec donc ces négociations. Ce qui est sûr, c'est qu'on est en plein dans cette diplomatie dite des otages. C'est pas forcément cher au cœur seulement de Téhéran. On parle beaucoup de la Russie. On se souvient du cas du journaliste Evan Gershkovitch, qui encore il y a quelques mois avait été victime finalement de ce système qui est mis en place aussi par le Kremlin. C'est intéressant aussi. C'est rare d'avoir des nouvelles des personnes détenues dans les geôles iraniennes. On peut peut-être se poser la question de pourquoi l'Iran laisse faire cela. Est-ce que l'Iran n'a pas intérêt aussi à médiatiser le cas de ce Français Il avait droit une fois par semaine de communiquer avec ses proches. Il avait souhaité jusqu'à présent maintenir effectivement confidentiel ces échanges et son identité. Absolument, mais est-ce que Téhéran autorise à tous les détenus de pouvoir publier leurs conversations? On est en droit raisonnable d'en douter. Est-ce que au bout de 2 ans et 3 mois, rien n'a bougé sur le plan diplomatique? Téhéran a peut-être un intérêt à se dire, il faut mettre la lumière sur lui pour que Paris s'y intéresse réellement. L'Iran sait très bien que parler d'Olivier Grondaud, on va en parler ici. On consacre la moitié de cette émission à ça. Ça va faire la une des médias. Et dans ce domaine, on peut le dire, Téhéran sait très bien y faire. Et oui, c'est une libération, effectivement, celle aujourd'hui donc de cette germano-iranienne après la détenue italienne. Une libération qu'aimerait bien obtenir à son tour Olivier Grondaud. C'est donc lui, le 3e ressortissant français détenu en Iran, dont on ignorait jusqu'alors l'identité. Vous voyez les précisions en images de Marc de Chalvron pour France 2. Ce sont les mots poignants mais résolus d'un jeune Français détenu depuis plus de 2 ans dans les geôles iraniennes. Je prends ma parole depuis ma cellule de la prison centrale de Téhéran. J'y purge une peine de 5 ans pour espionnage. Je suis innocent. Dénonçant un chantage politique, Olivier Grondaud, 34 ans, a choisi de rendre publique sa détention en demandant à ses parents de l'enregistrer lors d'un appel téléphonique, au mépris des règles imposées par ses geôliers. Je suis tout à fait conscient que cette prise de parole m'expose aux représailles de mes ravisseurs. Dans ma situation, prendre la parole, c'est prendre un risque. Je suis vraiment très fatigué. Passionné de littérature et voyageur autour du monde, Olivier Grondaud séjourne dans la ville de Chiraz en octobre 2022. À ce moment-là, des dizaines de milliers d'Iraniens manifestent à la suite de la mort de Mahsa Amini. C'est dans ce contexte que des policiers viennent l'arrêter dans son auberge de jeunesse et l'accusent d'espionnage. Une aberration pour cet ami du jeune homme, venu soutenir ses parents. Il y a 1000 lieues d'être un espion, c'est juste notre proche, et le dossier est complètement ridicule, il est vide, il n'y a aucune preuve, et bien sûr ce sont des raisons politiques pour lesquelles il est emprisonné aujourd'hui. Placé à l'isolement pendant 10 semaines, Olivier Grondaud est condamné pour espionnage. Récemment, il est transféré de Chiraz à la tristement célèbre prison d'Evin, à Téhéran, la plus grande et la plus dure du pays. Il partage désormais sa cellule avec des prisonniers politiques condamnés à mort. À chaque fois qu'elle réussit à le joindre, sa mère tente de le raccrocher à l'espoir d'une vie normale. Nous, on lui remonte le moral en lui parlant littérature, en lui parlant de ses amis, en lui transmettant des messages. Il veut savoir comment était l'anniversaire d'un tel, comment était ceci. C'est ce qu'il raccroche à la vie. On ne peut pas perdre espoir. On s'accroche, justement. Olivier Grondaud dit lancer cet appel au secours en son nom et en celui des 2 autres prisonniers français retenus en Iran, dans la même prison que lui, Cécile Kohler et Jacques Paris. Voilà, 3 Français, donc désormais détenus. Diagalé Bagayoko, vous le disiez. L'Iran cherche à diviser le camp occidental et même le camp européen dans le cadre plus général de ces négociations sur le nucléaire, en appliquant manifestement un traitement différencié suivant les détenus moins longtemps, s'agissant de la détenue italienne, qui aura donné lieu à un échange
quasiment évident tant il a lieu avec une concordance de date avec la libération de ce prisonnier iranien. Oui, parce qu'il faut aussi rappeler qu'il y a eu de nombreux otages, assez nombreux otages français récemment détenus en Iran. On se rappelle des chercheurs Roland Marshall et de la chercheuse franco-iranienne Fadela Adelka, cette dernière étant restée emprisonnée très longtemps sans qu'il y ait beaucoup d'informations sur cet emprisonnement. Il y a eu, alors c'est pas, puisqu'on parle de l'Europe, il y a eu le cas du travailleur humanitaire Olivier van der Kasteel, qui lui aussi est resté emprisonné assez longtemps et pour lesquels les négociations ont plutôt piétiné. Donc aujourd'hui, je pense que la perspective de l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, dont on connaît la position, puisque c'est lui qui avait amené finalement à l'échec de la mise en œuvre de l'accord sur le nucléaire iranien, avec des États européens qui, pour certains, apparaissent encore comme très atlantistes et d'autres beaucoup moins, amène sans doute l'Iran à essayer d'avoir des politiques différenciées en fonction des différents interlocuteurs. C'est dans le cadre de cette reprise des négociations qui avait lieu aujourd'hui à Genève entre l'Iran, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. C'est dans ce prisme-là qu'il faut comprendre d'éventuelles libérations chez les uns, pas forcément chez d'autres. Oui, absolument. On a parlé de l'absence de détenus iraniens en France. Alors, c'est intéressant de le dire parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez de la division des Occidentaux sur ce cas, Paris a de quoi être un peu jaloux de l'Italie aujourd'hui. Giorgia Meloni, en seulement 3 semaines, entre guillemets, elle a obtenu la libération de Cecilia Sala. Alors, elle est allée voir Donald Trump. Est-ce que envoyer un message à l'Italie de Giorgia Meloni, c'est aussi envoyer un message aux États-Unis de Donald Trump? C'est bien possible. Oui, mais ce faisant, l'Italie ne se plie pas à une demande d'extradition de Washington. Absolument, absolument, mais le résultat, en tout cas, il est là. Par exemple, l'Allemagne aussi, qui a obtenu donc la libération d'une irano-allemande. Eh bien, on peut aujourd'hui peut-être parler d'une défaite française et en même temps, si on fait une analyse un peu plus globale, est-ce que ce n'est pas une défaite finalement de tous les Européens? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la diplomatie dite des otages, elle marche. Arrêter aujourd'hui un ressortissant européen en Iran, eh bien ça conduit à soit des avantages lors d'une négociation, soit la libération de prisonniers. On a envie de dire, qu'est-ce qui va arrêter aujourd'hui Téhéran de fonctionner de la sorte? La réponse est un peu dans la question. En tout cas, Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, lui appelle les Français à ne pas se rendre en Iran. Écoutez-le. La situation de nos compatriotes otages en Iran est tout simplement inadmissible. Ils sont détenus injustement depuis plusieurs années dans des conditions indignes qui, pour certaines, relèvent de la définition en droit international de la torture. Depuis l'élection du président Pezeshkian, et malgré nos efforts d'engagement au plus haut niveau, leur situation s'est dégradée. Et je le dis avec vous aux autorités iraniennes, nos otages doivent être libérés. Nos relations bilatérales et l'avenir des sanctions en dépendent. Et jusqu'à la libération complète de nos otages, je demande à nos compatriotes de ne pas se rendre en Iran. Il faut absolument éviter l'Iran aujourd'hui. C'est devenu un pays notoirement hostile. En tout cas, en effet, c'est un État qui fait peser sur les visiteurs une menace. Généralement, enfin le plus souvent aujourd'hui, les prises d'otages sont plutôt le fait de mouvements armés, qu'ils soient rebelles, qu'ils soient terroristes. Là, on est véritablement face à une pratique étatique qui est systématique et répétée depuis des décennies en réalité. Donc oui, il semble quand même extrêmement périlleux de se rendre dans le pays. Depuis des décennies, et pour autant, on l'a vu dans le cas de ce couple de chercheurs, alors elle était franco-iranienne, ils ont été arrêtés malgré un travail de longue haleine en Iran. Et italienne dont les papiers et le visa étaient totalement en règle au moment de son arrestation. Des allers-retours fréquents, des équipes de journalistes régulièrement obtiennent des visas pour l'Iran. Humanitaire auquel je faisais référence, Olivier van der Kasteel a résidé en Iran pendant des années. C'est au moment de son déménagement, au moment où il rapatriait ses effets personnels qu'il a été arrêté. Donc, il
il y a un véritable arbitraire dans la pratique de ces arrestations. Et sur ces négociations qui se sont ouvertes, pour répondre à votre question de tout à l'heure, Raphaël, le contexte il est bien différent de celui de 2015. À l'époque, l'Iran avait plutôt le vent en poupe, politiquement, diplomatiquement et même économiquement. Aujourd'hui, le contexte est totalement différent. L'Iran, c'est un pays exsangue économiquement, saturé, asphyxié par les sanctions, notamment américaines. Le coup avait été rude lorsque Donald Trump avait déchiré en 2018 unilatéralement cet accord. On peut aussi se dire que, notamment depuis le 7 octobre, on a vu la réponse iranienne, la riposte iranienne qui était soit calibrée et annoncée aux Américains à l'avance, soit nettement insuffisante. Les officiels iraniens, depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, ils montent patte blanche. On peut peut-être expliquer la faible riposte iranienne dans le conflit qui l'oppose à Israël avec ces négociations pour arriver, entre guillemets, le plus fréquentable à la table des négociations. C'est une hypothèse. Détenir des Occidentaux, c'est pas non plus la manière d'être le plus fréquentable, en tout cas s'agissant des Français, puisqu'on le voit effectivement, cette Allemande et cette Italienne ont, elles, été libérées. Et puis l'aviation civile iranienne annonce pour fin janvier la reprise des vols. Alors des vols privés, parce que la compagnie Iran Air, elle, avait suspendu les siens à la suite des sanctions infligées par l'Union européenne pour prix de la participation supposée de l'Iran à l'offensive russe via les armes, pas les hommes, contrairement à la Corée du Nord, en Ukraine. Est-ce que c'est le signe peut-être là aussi, un nouveau signe de dégel, l'idée que des vols pourraient reprendre entre Téhéran et les grandes capitales européennes, Niagale Bagayoko ? Un signe de dégel et un signe aussi, comme on l'a indiqué tous les deux, d'un affaiblissement de l'Iran, indéniable sur la scène internationale. Au cours des 6 derniers mois ou de la dernière année, il y a quand même eu un échec de la plupart de ces stratégies visant à appuyer des proxys, que ce soit le Hamas, que ce soit le Hezbollah, que ce soit Bachar al-Assad aussi. Donc, il ne reste finalement que les Houthis qui continuent à résister sur la scène régionale. Donc, peut-être que l'Iran, aujourd'hui, cherche à se réinsérer dans le concert des nations. Sa faible réaction, d'ailleurs, par rapport à la chute de Bachar al-Assad, indique vraiment qu'il y a un acteur qui n'a plus rien à voir avec la puissance qu'on lui prêtait encore il y a 4 ou 5 ans. Alors, on apprend aujourd'hui aussi que Moscou et Téhéran vont signer vendredi un accord de partenariat stratégique global lors d'une visite que compte faire Massoud Pezeshkian, donc le président iranien, à Moscou. C'est un nouveau geste de défiance envers les Occidentaux ou un acte de pure politesse ? Oui, c'est un acte de défiance et en même temps, ce n'est pas une surprise. Ils sont très proches. Ils sont très proches idéologiquement. Même dans cette diplomatie dite des otages, évidemment, les deux sont proches. En fait, Téhéran joue sur tous les tableaux possibles avec ses alliés historiques, l'Iran, et comme l'a dit Niagale, essaye d'ouvrir de nouveaux canaux avec les Européens pour tout simplement sortir de l'ornière, notamment économique. On le sait, sur place, il y a notamment beaucoup de pénuries, de médicaments, de nourriture, avec forcément une colère sociale, une colère populaire. On le sait, depuis 2 ans, le régime fait face à une forte contestation. Ça n'était pas le cas il y a 10 ans. Niagale Bagayoko, le rapprochement avec Moscou, alors qui existe, qui est bien réel, mais là on parle de partenariat stratégique global, c'est clairement, non pas peut-être l'officialisation d'une aide dans la guerre en Ukraine, mais en tout cas d'un alignement très net aujourd'hui de Téhéran sur Moscou. C'est pas de nature, ça, c'est pas propice à un dégel des sanctions, un rapprochement avec les Occidentaux à la faveur de ces négociations sur le nucléaire. Moi, il ne me semble pas que ce soit fondamentalement nouveau, c'est un élément supplémentaire, mais pour moi, l'alignement, en tout cas la très forte proximité entre la Russie et l'Iran fait partie des grands axes internationaux de contestation de cet ordre occidental qui est désormais établi. Mais ça ne veut pas dire que les différents acteurs n'essaient pas de jouer sur différentes alliances parallèlement, en fait. Mais je ne pense pas que ça remette en cause, ni que ça remette davantage au goût du jour cette alliance qui reste quand même très solide. Paris parle d'escalade. Alger continue de nier après le renvoi en France d'un influenceur expulsé vers l'Algérie. Les autorités françaises disent étudier tous les moyens de rétorsion. Ludivine Blazy. Pour avoir posté sur les réseaux sociaux une vidéo appelant à la violence, cet influenceur algérien a été expulsé de France jeudi. Mais arrivé à Alger, il est refoulé, car interdit de territoire selon les autorités locales. Une provocation pour Paris, qui menace de répliquer et invoque tout un arsenal diplomatique.
Il y a notamment un accord de 2013, qui est un accord gouvernemental qui permet à ceux qui ont un passeport officiel, un passeport diplomatique algérien, il y en a des milliers, qui peuvent venir en France sans visa pour pouvoir circuler librement. Je pense que toucher les dirigeants, ou la plupart des dirigeants algériens, ça me paraît plus intelligent, plus efficace, et ça peut se faire très rapidement. Pour le ministère des Affaires étrangères algérien, il n'y a pas d'escalade, de surenchère ou d'humiliation, mais une extrême droite revancharde et haineuse qui mène actuellement une campagne de désinformation. Une position impensable pour Bruno Retailleau. Je veux dire ma stupéfaction, et je pense qu'on a atteint avec l'Algérie un seuil extrêmement inquiétant. On voit bien que l'Algérie cherche à humilier la France. Depuis le début de l'année, dans un contexte de tensions diplomatiques intenses, 4 autres influenceurs algériens ou franco-algériens sont visés par des procédures en France, tous pour des propos haineux tenus en ligne. Nia Gallet, est-ce que la France aujourd'hui a des raisons objectives de répondre à ce qu'elle considère être, peut-être légitimement, des appels à la violence proférés qui plus est sur son sol, ou bien s'agit-il, comme le dit Alger, d'une extrême droite revancharde et haineuse qui mène une campagne de désinformation ? Non, je pense qu'on doit être modéré dans l'analyse, en tout cas, de ce qui se passe des deux côtés. On est à l'évidence dans une crise diplomatique aiguë entre les deux pays qui se manifeste à travers le cas de l'expulsion de cet influenceur qui, pour moi, n'est qu'un prétexte. Il y a de très nombreuses raisons à ce durcissement des relations entre la France et l'Algérie. Il y a bien entendu une politique de visa d'un côté qui est considérée comme trop restrictive, de l'autre l'idée selon laquelle les laissez-passer consulaires côté algérien ne sont pas suffisamment mis en œuvre, mais il y a aussi plus largement la question de... Ceux qui permettent, pardonnez-moi pour ceux qui nous écoutent, les laissez-passer consulaires, ceux qui permettent en fait de mettre en œuvre les obligations de quitter le territoire français, de les exécuter. Les OQTF, les fameuses OQTF. D'exécuter les OQTF, qui sont à un nombre famélique concernant l'Algérie, qui est pourtant le premier pays concerné en proportion par le nombre d'OQTF. Exactement, donc c'est vraiment un sujet majeur de dissension, mais il y a surtout récemment la reconnaissance par la France de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, qui avait excédé bien entendu l'Algérie, mais je pense qu'il est important aussi pour analyser ce qui se produit, de se rendre compte que l'Algérie est, elle aussi, on parlait de l'Iran, dans une situation de grand isolement diplomatique. Et ce n'est pas uniquement avec la France que les tensions se manifestent. Le cas du Maroc est intéressant, c'est un ennemi de toujours, je dirais, mais aujourd'hui, l'Algérie est aussi en tension avec les pays du Sahel pour de nombreuses raisons, notamment sur les questions migratoires, en ce qui concerne le Niger, avec le Mali en ce qui concerne l'accord de paix qui a été dénoncé 2015, par les autorités maliennes, alors même que l'Algérie a toujours été historiquement un médiateur dans toutes les crises. Elle se trouve aujourd'hui, l'Algérie, contournée justement par le Maroc qui propose d'ouvrir le Sahel à l'espace atlantique. Et cela met l'Algérie aussi en porte-à-faux, une fois encore, avec la Russie, qui est proche à la fois de ces pays du Sahel central, de l'AES et donc d'Alger. Donc il ne faut pas considérer que c'est uniquement avec la France qu'il y a des relations difficiles. Bien sûr, historiquement, il y a un passif qui a du mal à se solder du côté des Algériens, malgré tous les gestes de reconnaissance mémorielle. Il y a encore eu le 1er novembre la reconnaissance par le président Macron de la responsabilité française dans la mort d'un combattant algérien. Donc, je pense qu'il faut inscrire cette question-là dans la façon dont l'Algérie a besoin aujourd'hui de s'affirmer aussi sur la scène internationale et ne pas uniquement inscrire tout cela dans un contexte uniquement franco-algérien. Oui, toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est la France qui s'interroge sur les moyens de rétorsion, Florent Raudot. Essentiellement, il porte sur les visas. On l'entend d'ailleurs depuis plusieurs années dans la
politique ici en France. Il est question notamment de dénoncer l'accord de 68, prétendument plus favorable en fait aux ressortissants algériens qu'il ne l'est à ceux qui sont issus d'anciens protectorats comme le Maroc ou la Tunisie. Oui, depuis 3 jours, on assiste à un véritable tir groupé, de Gabriel Attal, en passant par Marine Le Pen, en passant évidemment par Bruno Retailleau. Il y a, il faut le dire aussi, une certaine hypocrisie, Darmanin également, il y a une certaine hypocrisie dans la classe politique française, notamment, c'est le cas de Gabriel Attal. Il dit aujourd'hui, il faut dénoncer l'accord de 1968. Sauf que lorsqu'il était Premier ministre, il y a quelques mois encore, eh bien un projet de loi lui avait été soumis pour justement revenir sur cet accord de 1968. LR qui a de longue date, effectivement. Et à l'époque, il lui a opposé une fin de non-recevoir. Donc on peut évidemment s'interroger sur les vraies intentions des uns et des autres. On peut le dire aussi, pour Paris, l'objectif à terme, ce doit être la réconciliation, mais est-ce que ça passe pas par une détérioration des relations actuellement? La question aussi, c'est de savoir si ces influenceurs, parce que c'était le point de départ notamment, il y a eu Boualem Sansal, il y a eu le Sahara occidental, vous l'avez dit, est-ce que tout ça est orchestré depuis Alger? C'est intéressant de le voir, le profil de ces influenceurs qui sont en fait quoi? Des propagandistes. Quand on parle de la Russie, on parle des propagandistes. Certains de ces acteurs, de ces influenceurs étaient opposés au régime algérien il y a encore quelques mois. Et d'ailleurs, tout ce beau monde, si vous me passez l'expression, a été signalé par un blogueur kabyle qui lui était hostile à la France quand il était petit. C'est une porosité bien sûr qui interroge sur les intentions des uns et des autres. Un dernier mot, Niagalé Bagayoko, la France dispose-t-elle réellement aujourd'hui de moyens de rétorsion, notamment sur cette question des visas, parce que quand on voit leur faible nombre aujourd'hui effectivement de QTF, mais qu'à chaque fois que la France a cherché à réduire les visas, l'Algérie est allée encore plus loin finalement dans son refus d'accueillir sur son territoire des individus expulsés par la France. Est-ce que cette politique a une quelconque chance d'aboutir? Oui, en effet, c'est important de rappeler qu'en 2021, il y avait eu une politique de rétorsion côté français sur cette question des visas qui a été sans effet. La France menace aussi de brandir d'autres armes, à savoir notamment de réduire l'aide au développement, ce qui sera sans doute de faible effet, mais aussi... Le passeport diplomatique, mais de la même manière. Oui, l'accord effectivement de 2013. Mais aussi de revenir sur les accords douaniers, mais en réalité, la France n'a pas beaucoup de moyens de levier parce que cela dépend de l'Union européenne. Et donc, là encore, l'accord des autres partenaires européens sera nécessaire. Et on voit aussi, une fois de plus, les partenaires extérieurs qui jouent sur la division entre les Européens. Et puis l'Algérie exporte du pétrole et du gaz en France, 8 à 10% pour... Et puis pas qu'en France, chez nos voisins méditerranéens, Italie, Espagne, qui eux sont peut-être plus intéressés encore que nous par le maintien de bonnes relations avec Alger. Il y a l'aspect des importations gazières qu'il ne faut pas sous-estimer. Merci beaucoup, Niagalé Bagayoko, Florent Odo, c'est terminé, on va plus loin, on se retrouve nous dans 3 minutes pour l'essentiel.